Pour moi, être un homme Pour moi, aujourd'hui, un homme, c'est Honnêtement, je me suis Être pas un homme, pour posé la moi, une question. personne qui a un sexe différent des c'est femmes. être une potentielle agression. Encore et toujours être en situation de Et qu'à un privilège. moment, ils ont eu trop la liberté. Quand j'étais petit, c'était Zorro, c'était James c'est Bond. essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui C'est on d'abord est. être un humain, Tout ce qu'on nous apprend pas en tant qu'homme, justement. à la fois seul et relié. Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Mansplaining, le podcast où on s'interroge sur les hommes, le genre, la société. C'est une question qui agite quelques rédactions et surtout pas mal de collectifs de lutte contre les discriminations. Faut-il parler de ce livre, récemment publié par un éditeur proche de l'extrême droite, ce livre qui décrit la transidentité comme une idéologie doublée d'une maladie mentale et qui explique qu'elle n'engendre que souffrance psychique et mutilation? Il y a encore quelques années, j'aurais volontiers répondu que non, qu'évoquer un tel ramassis de haine et de contre-vérité, c'était forcément lui faire une publicité dont il n'a nullement besoin et qu'il ne mérite évidemment pas. Mais les choses ont changé, les fleurs ont fané, et le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Et merci de me laisser citer Céline Dion. Oui, les choses ont changé, car l'extrémisme et les LGBT-phobies ont tellement pignon sur rue qu'il me semble désormais fondamental de s'en emparer pour mieux les combattre. Je citerai le tweet de Sacha Anxiety, journaliste et activiste trans, qui dit ceci. « Les amis, on n'est plus en 2021. Ce n'est pas nous qui leur donnons de la visibilité, c'est Livre Noir, le JDD, Marianne, le Figaro, RMC, Zemmour, JC Decaux, la FNAC, etc. Ne faisons pas l'autruche, dénonçons l'offensive anti-trans. » C'est vrai que dans un monde où des revues d'extrême droite comme Livre Noir sont en tête de gondole dans tous les relais de France, et où le livre dont je parlais en introduction a eu droit pendant quelques jours à des affiches publicitaires dans le tout Paris, ne rien dire, c'est laisser faire. Donc, il faut qu'on parle un peu de transidentité. Si jamais vous êtes en train de lever les yeux au ciel en vous disant que cette thématique vous saoule parce qu'on parle vraiment trop des personnes trans, sachez que vous faites erreur et que la majeure partie des personnes trans aimeraient également qu'on parle moins d'elles. Elles aimeraient juste vivre leur vie en somme. Mais à la place, elles sont obligées 1. De faire de la pédagogie pour tenter d'expliquer leur cheminement au plus grand nombre, 2. De faire face comme elles le peuvent à d'incessantes vagues de haine, donc de riposter en faisant du bruit, à la manière de n'importe quelle victime d'agression, et 3. De prouver jour après jour qu'elles sont comme les autres, qu'elles aspirent à une vie ordinaire, et que si leur quotidien n'est pas si banal, c'est parce que notre société ne cesse de les ramener à leur statut de personnes trans, de leur faire comprendre qu'il n'y a pas de place pour elles, et de les stigmatiser avec violence. J'ajoute que beaucoup de personnes trans vivent dans la peur et l'angoisse. Notez que parmi les actes anti-LGBT recensés par SOS Homophobie dans son rapport annuel, les actes transphobes se classent désormais 2e, derrière ceux qui sont perpétrés contre les hommes gays. Bref, les personnes trans veulent juste vivre leur vie, au pluriel, vie professionnelle, vie amoureuse, vie de famille, vie sociale. Mais elles sont bien souvent obligées de brandir leur identité de genre comme une revendication, même quand elles préféreraient s'en passer. Car de toute façon, c'est à ça que la société les réduit le plus souvent. Dans cet épisode, j'avais envie d'évoquer un pan de ma vie dont je n'ai pas encore parlé ici. Avec son autorisation et celle de sa mère, j'avais envie d'évoquer le fait que je suis le père d'un ado trans. Il y a environ 18 mois, après s'être largement questionné et documenté, et ce de la façon la plus intelligente et méthodique qui soit, il a annoncé posément qu'il était trans, il a donné ses pronoms et le prénom qu'il souhaitait qu'on utilise, et puis c'était réglé. Enfin non, bien sûr, ça n'était pas totalement réglé. Avec sa mère et son beau-père, on a discuté avec lui, on lui a posé des questions, on s'est assuré qu'il savait de quoi il parlait et qu'il allait bien, mais une fois qu'on a eu la certitude que ça roulait, on a arrêté d'en faire un sujet permanent, c'est-à-dire que depuis, sa transidentité ne prend pas toute la place. C'est un sujet, mais au même titre que des tas d'autres sujets. Notre fils sait qu'il peut en parler à tout moment, de notre côté on a également la possibilité de l'aborder, d'autant qu'on estime que c'est encore plus important qu'avant d'injecter de la culture queer dans notre éducation, mais en tout cas ça n'a rien d'une obsession permanente, ni pour lui, ni pour nous. Il a bien sûr fallu passer par quelques discussions complexes avec des proches, même si finalement, tout s'est assez bien passé. Par exemple, certains semblaient persuadés que la transidentité de notre fils n'était qu'une phase, ou une façon de céder à une mode. Enfin, je devrais plutôt dire qu'ils espéraient que ce soit juste une phase. Parce que pas habitués, parce que pas à l'aise, parce que c'est plus pratique et plus reposant de n'avoir que des personnes cis-hétéros autour d'une table. Pour d'autres personnes, la seule réaction a été de nous conseiller de voir rapidement un psy, car selon elle, ce coming out trans effectué à l'âge de 12 ans était forcément le signe d'un profond mal-être. Or, notre fils va bien. Il a la chance, et pardon pour cette auto-célébration, d'avoir des parents qui connaissent les bases en matière de transidentité, même si on a encore 1000 milliards de choses à apprendre.
Il a aussi la chance d'avoir un petit frère et une petite sœur pour qui tout cela est absolument naturel. D'avoir des amis pour qui ça n'a pas l'air d'être un problème. Bref, d'être pour l'instant épargné par la transphobie de la société. D'ailleurs, c'est peut-être là que des séances de psy seront nécessaires un jour. Lorsque des propos ou des actes transphobes viendront tôt ou tard perturber son quotidien, qui est actuellement le quotidien classique d'un adolescent lambda. Et vous voyez, c'est exactement de cela qu'il s'agit aussi pour les adultes trans. Dans leur ensemble, ils vont bien, ou en tout cas pas plus mal que les autres, mais comme la société leur signifie souvent et de plein de façons qu'ils n'existent pas, ou que leur existence est contre nature, ils commencent à se déprécier, à se détester, à avoir des pensées suicidaires. Dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas la transidentité qui fait du mal, mais le regard qui est porté sur elle. Il faut bien se mettre ça dans la tête. La question trans, et je mets des guillemets à question trans, n'en est pas une. Je crois que tout est dit par cette vidéo de Groland. Bonsoir, soyez les bienvenus dans Flash Débat, le débat qui éclaire. Ce soir, nous allons parler d'un sujet tendance, la transidentité. Pour cela, je reçois Guignou Chachu, ingénieur en informatique, et Mitracel de Fouifouy-Gongin-Butan, président de l'association Jeunesse Grolandaise, n'ayez pas peur. Alors, Guignou, vous êtes transgenre, vous étiez une fille, et maintenant vous êtes un garçon. Êtes-vous heureux? Oui, je suis très heureux. Ah. Oui, mais enfin, tout de même, Jésus... Oh, ta gueule. Voilà, c'était Flash Débat. À demain. Et puis, pour reprendre le titre du fameux livre signé Marguerite Stern et Dora Muto, deux anciennes militantes féministes devenues activistes transphobes parce qu'elles refusent de comprendre que le genre est une construction qui n'a pas grand-chose de biologique, eh bien il n'y a pas de transmania, ni en France, ni ailleurs. Les ados ne deviennent pas trans par pelleté, il n'y a pas de mutilation à la chaîne, ça n'a rien d'une mode morbide. Si vous avez l'impression qu'il y a plus d'ados ou d'adultes trans qu'avant, c'est tout simplement parce que 1. On leur fait enfin une toute petite place dans les médias, place conquise grâce à leur travail sur les réseaux sociaux, et parce que 2. Comme pour l'homosexualité, il y a tout simplement plus de personnes qu'avant qui ont l'impression d'être dans les bonnes conditions pour pouvoir affirmer haut et fort leur transidentité. Vous voulez quelques chiffres? Selon les sources, on estime que le taux de personnes trans dans le monde est compris entre 0,1% et 2%. Et je vous assure qu'aucun grand remplacement, je mets évidemment 1000 guillemets ironiques autour de cette expression, n'est prévu. Un autre chiffre très intéressant que je souhaite vous donner concerne le fameux phénomène de détransition qui fascine tellement les transphobes. Je m'explique. Parmi leur batterie d'arguments, les transphobes expliquent que les jeunes gens qui transitionnent le font parce qu'ils subissent une mauvaise influence ou parce qu'ils ont un problème mental. Et ils justifient cet argument en nous disant « La preuve, beaucoup de ces jeunes finissent par détransitionner, c'est-à-dire par revenir à leur genre initial. » Or, d'après l'excellent livre « Ceci n'est pas un livre sur le genre » de Morgan N. Lucas, un psy trans dont vous devriez lire le travail et suivre le compte Instagram, eh bien je cite « 5 ans après leur transition sociale, la majorité, soit 97,5%, s'identifie encore comme transgenre. » Autrement dit, on est à 2,5% de mineurs qui ne se disent plus trans au bout de 5 ans, chiffre auquel il faut retrancher un certain nombre de jeunes gens qui ont détransitionné justement à cause de la transphobie ambiante ou parce que leur famille les y a forcés. En résumé, c'est clair et net, il n'y a aucune transmania. Mais écoutez plutôt ce qu'a à en dire l'excellent Lou Trottignon, un vrai prince du stand-up, sur ce sujet. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, et au cas où ça ne serait pas clair, je précise que Lou Trottignon est trans. Vous avez vu le nouveau livre? Waouh, je vous adore! Il y a un nouveau livre qui est sorti sur les personnes trans, ça s'appelle Transmania. Oui, c'est extrêmement transphobe, c'est un livre extrêmement dangereux, si on l'achète, principalement. Ça s'appelle Transmania. Moi, ce qui m'a un peu induit en erreur, c'est que j'avais l'impression que c'était une comédie musicale avec que des personnes trans, quoi. Mais je me suis dit, ouais, on est d'accord, on est déjà en train de danser et tout, de danser. Je précise aussi que Lou Trottignon joue en ce moment à Paris, à la Nouvelle Scène, et qu'il faut foncer voir ça, parce que c'est un bonheur absolu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que le livre Transmania, d'autant que, comme l'affirme Lou Trottignon, ses autrices sont clairement peu crédibles. Non mais il m'énerve trop ce livre, et j'ai lu le résumé, j'avoue, j'ai lu le résumé. Et en fait, c'est censé être un livre genre très sérieux, scientifique, politique. Et dans le résumé, il y a marqué « Trans par-ci, trans par-là, c'est la Transmania !» Quoi? Quel scientifique écrit comme ça, tu vois, atome par-ci, atome par-là, c'est Atomania, tu vois. Personne n'écoute sérieusement des gens comme ça.
Comme le dit Morgan N. Lucas dans son livre, la transphobie est partout, y compris dans des endroits où elle passe pour de la bienveillance. Les films sur la transidentité sont souvent contre-productifs, notamment parce qu'ils ne l'observent souvent que sous l'angle de la pathologie, de la souffrance, du misérabilisme. Quand le film Girl de Lucas Dont est sorti en 2018, je dois reconnaître que ce film sur une jeune danseuse trans m'a ému aux larmes, et que je n'avais pas saisi que son final grandiloquent, sur fond d'automutilation, servait en fait la soupe à celles et ceux qui affirment que les personnes trans feraient bien d'aller se faire soigner, et que l'idéologie trans, je mets encore des guillemets, mettait en danger les gens qui se calquent dessus. Je te demande comment ça va parce que tu me dis jamais rien. Voilà pourquoi je te demande comment ça va. Il y a une raison, non? Il y a une raison de quoi? Pourquoi tu me dis plus jamais rien? Ah, c'est peut-être parce que ça va pas. Bah oui, mais qu'est-ce que tu me dis à chaque fois? Oui, ça va. C'est pour ça que je te demande comment ça va. Parce que je sais bien quelque chose qui va pas. Et tu me dis l'inverse, toujours. Ah oui, ça va. Ah oui, ça va. Bah alors moi, qu'est-ce que je fais? Je suis ton père, je m'inquiète. Bah je te demande comment ça va. Et moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est ça. Ça va pas. Alors on en discute. Ok. Comme bien d'autres, l'exemple de Girl contribue à expliquer pourquoi aujourd'hui encore, en 2024, des politiques tentent de barrer la route aux transitions des moins de 18 ans, comme s'il s'agissait d'un danger pour eux, alors que tout est à la fois cadré par la loi et par le corps médical. Pour le moment, à partir de l'adolescence, il est possible de se faire prescrire des bloqueurs ou inhibiteurs de puberté dont les effets sont réversibles. Leur but est d'enrayer le développement de certaines hormones sexuelles et donc de ralentir, voire de stopper, le développement d'un corps dans lequel les jeunes gens trans risquent de se sentir extrêmement mal. Comme l'explique Morgan N. Lucas dans son livre si intelligent et si complet, je cite, « Proposer des inhibiteurs hormonaux dès la préadolescence permet à la fois d'éviter des opérations à l'âge adulte, mais surtout aux jeunes de grandir sans subir les stigmates d'une puberté qui ne correspondrait pas à leur genre vécu. » Face aux multiples offensives transphobes, menées par des personnes qui ne connaissent clairement pas leur sujet, il est important que toute personne qui se dit alliée monte au créneau. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les activistes LGBT, et en particulier les activistes trans, qui nous expliquent de plus en plus régulièrement que face à la montée de la haine, il ne faut rien laisser passer. Il faut signer les pétitions, comme celle qui se nomme « Non, nous ne cacherons pas nos enfants trans », qui a été lancée par l'association Grandir Trans. Il faut contredire avec virulence les paroles transphobes de nos proches, condamner sans réserve les propos tenus par les autrices du livre Transmania, donner aux assos, soutenir ouvertement les personnes trans que nous connaissons. Il y a 1000 petites choses à faire. Retenez bien l'idée suivante. Si les personnes trans sont nombreuses à aller mal, ce n'est pas parce qu'elles sont trans, c'est parce qu'elles se sentent isolées, menacées, ramenées à un statut de monstre de foire. Allez, un dernier extrait du passage de Lou Trottignon à ce propos. Mais ça m'énerve parce que tu vois, elles essayent de faire passer un truc de peur, genre comme si nous, les personnes trans, les personnes non binaires, on faisait peur, tu vois. Et moi, ça me fait trop rire parce que, oui, déjà, vous avez vu ma tête, genre, sérieusement. Je suis arrivée, le premier rôle, il était là, bravo d'être là. Quel courage. Donc déjà, moi, je fais pas peur, tu vois. Et ensuite, je me suis imaginé, imagine, tu sais, les maisons hantées dans les parcs d'attractions, là, où il y a des personnages qui arrivent. J'ai pas fini. Mais imagine, tu veux genre, qu'est-ce qui fait le plus peur, ok? Entre une personne non binaire avec les cheveux décolorés blonds, qui arrive et qui dit, mais prononcez Yel. Ou Marine Le Pen. Qu'est-ce que... En ces temps de haine, dont bien des personnes concernées affirment que cela les replonge en 2013, lorsque la Manif pour tous envahissait les rues pour crier son homophobie, l'urgence est totale. Je terminerai en citant cette étude danoise, relayée par Le Monde en 2023. Pour les personnes trans, la probabilité de faire une tentative de suicide est 8 fois plus importante, et selon la responsable de cette recherche, cela tient en premier lieu à ce qu'elle nomme le stress minoritaire, c'est-à-dire cette impression avérée d'être sans cesse marginalisé. Je terminerai en vous laissant écouter cet extrait d'une vidéo de Morgan N. Lucas, dont vous devriez vraiment acheter le livre, qui va d'ailleurs bien au-delà des sujets liés à la transidentité. Vous avez le droit d'être en colère, d'avoir peur, d'être dépassé, démuni. Mais ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est surtout d'être intransigeant. Il ne s'agit plus seulement de suivre des personnes trans sur les réseaux sociaux, de reconnaître notre égale humanité, de vous familiariser avec les pronoms et le vocabulaire spécifique. Non, aujourd'hui plus que jamais, il s'agit de s'engager vraiment. On rappelle qu'allié, c'est un nom,
mais c'est aussi un verbe qui pousse donc à l'action 365 jours par an. Et pas uniquement lorsque vous êtes face à des personnes trans, mais tout le temps. Dans un premier temps, parce qu'une posture performative, c'est-à-dire dans le seul but d'être bien vue, est absolument pas effective, mais aussi qu'en réalité, vous ne savez jamais vraiment si une personne trans qui n'est pas out, ou simplement encore en questionnement, ne se trouve pas dans la même pièce que vous. Alors aujourd'hui, il est impératif de cesser de faire valoir la liberté d'expression, d'opinion, de débat, lorsqu'il s'agit en réalité d'appel à la haine et de discrimination en raison de l'identité de genre. Article 225.1 et R 625.7 du Code pénal, donc d'un délit officiel puni par la loi. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining@slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate Podcast. La direction éditoriale est assurée par Christophe Caron, la production éditoriale par Nina Pareja, et le montage, la réalisation et le mixage par Mona Delahaye. À dans 15 jours.